Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Je suis comme bien excitée aujourd'hui parce que l'invité qu'on reçoit, il s'appelle Frédéric Lenoir. C'est un philosophe. J'ai lu beaucoup de ses livres. C'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup sur la vie à travers ses écrits. Puis je le dis souvent, mais pour moi, le métier que je fais, c'est un grand, grand privilège parce que de lire Frédéric Lenoir, puis un jour de le recevoir à la télé, de le recevoir 2 fois, 3 fois, de savoir que quand il vient à Montréal, on me met au courant, dire Frédéric est là, si jamais tu veux le recevoir. Je trouvais ça extraordinaire. Et là, bon, je n'étais plus en télé. Et là, on lui a demandé, est-ce que tu voudrais participer à Ouvre ton jeu? Il a dit oui. Donc, il sera avec nous un peu plus tard. Il est au Québec parce qu'il fait, entre autres, la promotion du livre, son dernier livre, Le rêve de Marc Aurèle. Et je vais en parler avec lui, mais je vous en ai parlé aussi, je pense, dans 1 ou 2 épisodes du livre La puissance de la joie, qui, moi, à un moment de ma vie, a vraiment été important. Vous étiez nombreuses à me demander, mais c'était quoi le nom du livre là, du philosophe? Eh bien, c'était La puissance de la joie et c'est de Frédéric Lenoir qui sera avec nous aujourd'hui, mais qui vient faire un Ouvre ton jeu, donc peut-être plus personnel. J'ai bien, bien hâte de l'entendre. Si vous avez envie de venir nous voir sur scène, parce qu'on quitte le studio 4 fois dans les prochains mois, puis venez faire un tour. C'est le fun de voir un podcast en direct, sur scène. Presque tous les autres podcasts le font. Et il y a toujours des choses qui ne se font pas en studio. Comme par exemple, on va avoir une grande boîte. Vous allez pouvoir mettre vos questions. L'invité pourra piger des questions. Donc, je vais faire le niveau public. Et même avant que l'invité arrive, en première partie, c'est vous. Parce que ceux et celles qui veulent participer à venir répondre à une question, vous mettez aussi vos noms dans une boîte. Je vais piger des noms et pendant les 30 premières minutes, on fait des Ouvre ton jeu express. Chaque personne que je pige vient répondre à une question a 3 minutes pour répondre. Et comme on l'a déjà fait, je peux vous dire que ça donne des moments incroyables. On a déjà eu même des stands, des ovations debout pour certaines personnes qui sont venues répondre. Il y a quelque chose avec le Ouvre ton jeu où on arrive droit au cœur. Donc, puis en plus, nos partenaires vont être là pour vous gâter. J'ai vraiment, vraiment hâte. On a fait 2 expériences avec Chantal Lacroix et PA Méthode l'an passé, puis vraiment, on a vécu quelque chose. Alors, je vais juste rapidement vous donner les dates pour les prochains, puis dépêchez-vous. Il reste encore des billets, mais souvent, dans les dernières semaines, les billets partent rapidement. Donc, le 4 mai, je suis très heureuse de le faire avec mon ami Maxime Landry. Maxime, c'est pour moi une vieille âme. C'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles rapidement dans sa vie, qui a dû retomber sur ses pattes rapidement. C'est quelqu'un de très autonome qui prend ses décisions, qui va de l'avant. Il est devenu maintenant producteur. Alors, si vous avez envie, ça se passe à Brossard, au club, c'est-à-dire au club à Brossard. Et c'est à 15h, c'est les dimanches. Donc, venez-vous-en au club du 10-30, le 4 mai, 15h, Maxime Landry. Ensuite de ça, le 25 mai, on s'en va à la salle L'Odyssée de Gatineau, pardon. La salle L'Odyssée de Gatineau, je suis jamais allée, tout le monde m'en parle, quand bien. Et là, c'est toujours à 15h. Donc, c'est le fun, c'est un dimanche à 15h, vous retournez souper à la maison, puis on va avoir du plaisir ensemble. Et là, mon invité, c'est aussi une amie, c'est Lise Dion. Lise Dion qui n'a pas fait de scène depuis longtemps. Et là, elle a accepté de venir ouvrir son jeu devant vous, le public. Donc, 25 mai, 15h, salle Odyssée de Gatineau. Le 14 septembre, on s'en va au Zénith de Saint-Eustache, toujours à 15h. Et là, c'est Mario Pelcha. Je sais à quel point vous l'aimez. Moi, toutes les fois que je suis avec lui, on a des grandes discussions philosophiques. J'ai hâte de l'entendre parler. Il a perdu sa mère il y a quelques années, son père tout récemment. Aussi, quand on
Mario devient comme un exemple pour plusieurs jeunes. Il est aussi producteur. J'ai hâte de l'entendre parler sur sa vie actuelle, sur ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il a appris de cette vie-là. Donc, 14 septembre. Et le 7 décembre, on s'en va à la salle Octave Crémazie de Québec. Et c'est Mathieu Dufour. Mathieu Dufour, je l'ai déjà fait ici à Ouvre ton jeu. Et il me dit, non, si tu vas sur scène, c'est pas vrai que je peux pas en faire un sur scène. Mais j'ai dit, mais certainement. Je viens de faire d'ailleurs, il y a quelques semaines, de la radio avec lui à Rythme FM. Mathieu Dufour, peut-être vous le connaissez sous le nom de Matt Duff. C'est quelqu'un que je connais depuis quelques années et j'aime beaucoup sa spontanéité, sa façon de voir la vie. Alors, si ça vous tente, j'ai comme l'impression qu'il va se passer pas mal d'affaires. Ça se passe le 7 décembre, 15h, salle Octave Crémazie. Et rendez-vous, entre autres, sur marieclaude.com et vous allez voir, on a tous les renseignements. Vous pouvez, à partir de là, acheter des billets. J'espère que vous allez venir en grand nombre. Alors, je tiens à remercier évidemment mon équipe, Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois, mise en ligne, Jonathan Fréchette, la création numérique, Étienne Laurando à la captation, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux. Vous pouvez nous regarder sur toutes les plateformes de diffusion. Aussi, si vous voulez l'avoir plus rapidement, une semaine à l'avance, sans publicité. Donc, c'est des niveaux qui sont payants. Vous vous rendez sur Patreon, c'est vraiment un lieu où on est beaucoup de podcasters à voir sa chaîne. Ou encore, vous pouvez aussi devenir membre de l'espace mieux-être Marie Club. Là aussi, vous recevez le podcast une semaine à l'avance sans publicité. Évidemment, nos partenaires, et on a l'espace mieux-être Marie Club. Je vous offre 10 % de rabais. Si vous vous abonnez annuellement, vous rendrez marieclaude.com, vous rentrez sur le Marie Club abonnement et le code promo CLUB10. Karine Jonca vous offre 15 % de rabais sur tous vos achats en ligne avec le code promo Ouvre ton jeu 15. Et c'est aussi la partenaire principale des Ouvre ton jeu sur scène. Puis elle sera là, puis elle a envie de gâter les gens qui vont venir assister. Alors, peut-être vous aurez la chance de la rencontrer. On a aussi, Eros et compagnie qui nous disent qu'ils ont des services après-vente attentifs. Profitez d'un accompagnement rapide pour toute question ou demande de garantie sur vos achats. Et ils vous offrent aussi 15 % de rabais avec le code promo ROSE15 en ligne seulement. Optoréseau. Alors, c'est le moment idéal pour vous procurer une solaire à votre vue. Économisez 75 $ à l'achat de verres solaires sélectionnés. Et ça se termine le 31 mai 2025. Optoréseau, vous pouvez aller faire les recherches. Il y en a environ 80 à travers le Québec. Ce sont des franchisés avec examen de la vue, choix de lunettes, choix de verres. Alors, allez-y juste à faire une recherche d'un optoréseau près de chez vous. Alors, sur ce, on arrive à notre invité. J'espère qu'on va passer, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on va apprendre beaucoup de lui. J'espère que vous allez apprécier ce qui s'en vient. Mais je suis très, très fière de le recevoir. Alors, place à Frédéric Lenoir. Est-ce que tu penses qu'on peut calmer la jalousie? Je pense qu'on peut la calmer si, encore une fois, on fait un travail sur soi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir confiance en soi et à se dire que si nos chemins doivent se séparer, c'est pas la fin du monde et que peut-être ça peut arriver, mais en tout cas ne pas être dans la panique de la séparation, de l'abandon. Si vous avez des névroses d'abandon, vous êtes très jaloux. Donc, faut avoir guéri un peu tout ça. Faut pas avoir de névrose de rejet, d'abandon, etc. Et puis, il faut être aussi dans cet amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer l'autre pour lui-même et se dire ce qui compte pour moi, c'est qu'il soit heureux. Et donc, s'il est heureux en me quittant, peut-être, même si ça me fait pas plaisir, qu'il faut aller vers ça. Faut avoir cette ouverture du cœur. Mais en fait, c'est pas facile parce que bien souvent, on aime quand même égoïstement. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Aujourd'hui, c'est plus atypique. C'est rare qu'on reçoit à Ouvre ton jeu un philosophe. C'est beaucoup plus que ça, mais moi, je l'ai connu comme philosophe et je vous parle souvent
d'un de ses livres qui s'appelle La puissance de la joie. Moi, c'est un livre qui a changé ma vision de la vie puis qui m'a beaucoup aidé sur le plan personnel. Là, il a sorti un autre livre récemment, mais il en sort toujours. Là, on va en parler. Là, il vient de sortir Le rêve de Marc Aurèle, mais c'est quelqu'un qui fait du bien. Et j'étais curieuse d'en connaître plus sur qu'est-ce qui fait qu'on devient un philosophe, qu'est-ce qui fait qu'on a tous ces intérêts-là. Donc, j'avais envie d'en savoir plus, évidemment, sur sa vie. Il a accepté l'invitation. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Marie-Claude. Je suis contente de te recevoir dans le studio ici parce qu'on a fait plusieurs entrevues ensemble. Je t'ai reçu à mes émissions. On a déjà fait des topos ensemble parce que les sujets de tes livres font en sorte, je trouve, que nous obligent à faire un certain travail sur soi. Je trouve qu'à travers tes écrits, tu nous responsabilises comme humains. Tu nous fais prendre conscience qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais il y en a qu'on contrôle. Et j'en parlais en début, la puissance de la joie. Ça m'a permis de comprendre que la joie, c'était pas l'émotion d'être joyeux. C'était beaucoup plus profond que ça. Puis quand cette lumière-là s'éteignait, on ne voyait pas la vie de la même manière et il fallait trouver une façon de réallumer. Alors, merci pour ça. Alors, tu es consciente du bien que tu fais aux autres? Je m'en rends compte parce que les autres me le disent, en fait. Je passe ma vie à croiser des gens dans la rue et aussi ici à Québec, de gens qui me disent écoutez, je voulais vous remercier parce que vos livres ont changé ma vie. Chaque fois que j'entends ça, ça me surprend. Je me dis mais je me rends pas compte quand j'écris un livre, mais quand je vois le nombre de gens qui me font ce type de témoignages, je me dis tant mieux que ces livres puissent faire du bien aux gens. Est-ce que tu es à l'aise dans la sphère de parler de toi sur le plan personnel? Oui, tout à fait. Je le faisais pas au début. Quand j'ai commencé à écrire, je parlais jamais de moi. Et puis un jour, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Petit Traité de vie intérieure, où là, je parlais de beaucoup de choses sur comment surmonter les échecs, comment faire face au manque de confiance en soi, etc. Et là, je me suis dit, je peux pas donner des leçons comme ça de morale aux gens. Il faut que je parle de moi pour dire dans ma vie comment j'ai surmonté des échecs, comment j'ai fait face à telle difficulté, comment j'ai pu surmonter des deuils, etc. Et donc, du coup, c'est la première fois que j'ai parlé de moi et ça a été un énorme succès parce que les gens se sont dit, enfin, quelqu'un qui va relier la pensée avec le vécu. Et du coup, depuis, j'ai pris l'habitude de, pas tout le temps, mais lorsque c'est nécessaire, de pas avoir peur de parler de mes expériences personnelles, parce que pour moi, la philosophie, elle doit être incarnée. C'est un art de vivre, c'est pas simplement des concepts, des idées. J'essaie de faire une philosophie existentielle. On pourrait dire que l'objectif, c'est de penser mieux pour vivre mieux. C'est bon, ça. Est-ce que, quand tu écris, c'est à quelque part thérapeutique pour toi? Certainement. Certainement. Alors, j'écris 2 types de livres. J'écris des essais dans lesquels je dirais que je découvre aussi ce que j'écris. Par exemple, il y a un philosophe que je trouvais fascinant, mais très difficile à lire, qui s'appelle Spinoza. Et je savais qu'il fallait que je creuse son œuvre, mais que c'est un gros travail. Je me suis dit, je vais écrire un livre sur lui. Du coup, ce sera l'occasion de le comprendre beaucoup mieux. Et du coup, en faisant un livre sur Spinoza, j'ai appris plein de choses sur Spinoza passionnantes. Et après, j'ai permis de faire connaître Spinoza à des millions de gens qui ne le connaissaient pas, mais qui savaient qu'il y avait un trésor caché. Donc déjà, quand j'écris un essai, ça m'enrichit moi-même. Et puis la deuxième chose, c'est que j'écris des romans. Et à travers les romans, je pense que je fais passer plus d'affect, plus d'émotions, c'est un peu une catharsis, quoi, en fait. Donc, l'écriture, en tout cas, pour moi, est vitale. J'écris un livre par an et c'est ce qui me met mon équilibre, c'est ma joie de vivre, c'est la joie d'écrire et la joie de transmettre. Donc, vraiment, j'ai trouvé ma vocation avec l'écriture. Mais transmettre, si tu parles de Spinoza, je pense pas que c'est quelqu'un qu'on aurait découvert à ce point-là sans toi. Parce que moi, au départ, je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose d'aride avant de commencer à le lire. Mais il est très dur à lire, tout à fait. Ça demande une rigueur, ça demande une concentration. Et en même temps, je connais plein de gens qui ont acheté ce livre-là. Oui, parce que j'ai essayé de transcrire avec des mots simples des concepts compliqués sans les trahir. C'est toute la difficulté, c'est comme une traduction finalement. Et donc j'ai dit avec des mots d'aujourd'hui que les gens peuvent comprendre, ce que Spinoza explique avec des mots du XVIIe siècle qu'on comprend pas, mais en fait sa philosophie elle est formidable, c'est-à-dire qu'elle est d'une actualité, d'une modernité, c'est le grand philosophe de la joie dont tu parlais tout à l'heure, et donc c'est vrai que j'essaye dans mes essais de rendre accessible à tous des concepts qui sont parfois difficiles et pourtant qui sont tellement importants. Et aussi, tu as fait beaucoup pour les jeunes et la méditation.
Alors, ce que j'essaye de faire, parce que ça fait une dizaine d'années que j'ai créé une association qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir-être et Vivre Ensemble, c'est pour faire de la méditation et de la philosophie avec les enfants. Parce que je suis persuadé que les enfants de 6, 7, 8 ans, 10 ans, en fait, si on commence à les faire philosopher de bonne heure, eh ben, ça devient des êtres humains meilleurs. Ils apprennent à penser, à réfléchir, à discuter, à argumenter, à écouter les autres, à s'apercevoir que on pense mieux ensemble. En confrontant nos opinions, on devient plus tolérant. Donc ça en fait après des citoyens qui sont beaucoup plus éclairés. Et puis quand j'ai commencé à faire des ateliers philo avec les enfants, d'ailleurs j'ai commencé au Québec, et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas attentifs au départ, ils étaient agités, ils étaient nerveux. Du coup, je leur ai fait faire un peu de méditation. Et 2 minutes, simplement, vous fermez les yeux, vous écoutez votre respiration, etc. Ça leur a fait tellement de bien que j'ai généralisé ça. Maintenant, systématiquement, on fait 2-3 minutes qu'on appelle de pratique de l'attention. C'est une forme de méditation toute simple où les enfants recherchent le calme mental avant de philosopher. Ce qui leur permet d'être beaucoup plus présents ensuite à ce qu'ils font parce qu'ils ont eu ce sas de la méditation. Et ça a eu des conséquences beaucoup plus grandes que je ne pensais. Parce que moi, au départ, je faisais ça pour qu'ils se calment et puis ça les aide simplement à philosopher. Puis après, je posais la question à la fin de l'année scolaire aux enfants, mais est-ce que vous continuez à méditer chez vous? Les 2 tiers lèvent la main en disant oui. Je dis pourquoi? Eh ben, il y en a un qui me dit, par exemple, quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, eh ben, je vais dans ma chambre, je médite et après, j'ai plus envie de le faire. Donc, ils se servent de cette méditation comme un outil complètement laïque. Il n'y a rien de spirituel, simplement comme un outil pour gérer leurs émotions. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit un sas. Hein, c'est comme une étape transitoire entre l'émotion et poser le geste, de dire je vais réfléchir, je vais calmer. Au lieu d'aller les parents, des fois, vont dire va dans ta chambre réfléchir. Et là, tout d'un coup, les enfants le font volontairement. Le font eux-mêmes. Et c'est ça la différence. C'est que la philosophie, ou ce que je fais avec les enfants, que ce soit la méditation ou la philosophie, c'est qu'on leur donne des outils qu'ils utilisent eux-mêmes. La philosophie n'est pas une leçon de morale, on leur dit pas faut penser comme ça, ils pensent par eux-mêmes. Et la méditation, ils s'approprient eux-mêmes ces outils pour arriver justement à parvenir au calme, à mieux gérer leurs émotions, à être capable d'écouter les autres. Donc c'est les rendre autonomes, c'est ça le but. Waouh! J'aurais aimé ça, voir ça quand j'étais à l'école. Oui, parce moi que aussi. Puis ça doit enlever aussi, la méditation, il y a quelque chose dans ce terme-là, des fois, d'inatteignable. Quand on est adulte, comment je vais faire ça? Arrêter les pensées. On a beaucoup de faux concepts de la méditation. Alors, j'imagine quand ça arrive rapidement dans ta vie, que tu parles, c'est une façon de capter l'attention, une façon de se recentrer et tout d'un coup, on apprend que c'est de la méditation. C'est comme si on l'apprend sans le savoir. Et c'est quelque chose qui nous suit toute la vie. Donc, vivement, cette forme d'arrêt, cette forme de méditation chez les petits fait une grosse différence. Tout à fait. Puis tu as commencé au Québec. Et oui, c'était les tout premières expériences. Je les ai faites effectivement à la fois chez moi en France, en Corse et au Québec, parce que je venais régulièrement tous les ans. Et quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah tiens, je sais que ça existe depuis la méditation avec pas la méditation, la philosophie avec les enfants, ça existe depuis assez longtemps au Québec, puisque c'est Michel Sasseville, qui était professeur à l'Université de Laval, qui il y a plus de 40 ans, au début des années 90, a introduit la méditation, la philosophie avec les enfants. Et du coup, j'ai regardé les expériences qui se faisaient au Québec et ça m'a enrichi ensuite pour créer cette association. Wow! Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Allez, on y va. Alors, je t'explique, Frédéric. Il y a les questions vertes. Donc, il faut que tu saches que ces questions-là peuvent revenir pour plusieurs invités, mais ce mélange de questions-là, ce jeu-là, est unique à toi. Tu vas repartir avec ton jeu après. Il n'y en a pas 2 pareils des jeux. Alors, ces questions-là sont d'ordre générique, les questions vertes. Les questions jaunes sont d'ordre plus spécifique. Les questions rouges sont des questions personnelles. Le niveau Eros et compagnie, c'est des questions d'ordre sexuel ou sensuel. Question Ptorizo, c'est la dernière question. C'est toujours cette question-là qui fait que le jeu finit tout en douceur. Et tu as un joker. Le joker, c'est tu refuses mes sous-questions. Parce que la question, comme tu vas beaucoup les choisir. Mais si tu dis, OK, c'est assez, j'ai plus envie de répondre à ces sous-questions-là, tu mets le joker et on passe à une autre question. Donc, c'est ta protection. Mais je peux l'utiliser plusieurs fois, le joker, ou pas? Idéalement pas. Mais si jamais tu disais je veux l'utiliser plusieurs fois, c'est ton choix. C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. D'accord. Non, mais parce qu'on est quand même dans quelque chose qui s'apparente plus à la bienveillance que c'est pas un hot seat, tu comprends? On n'est pas là. Mais des fois, tu vois, comme je l'ai invité à un moment donné, il y avait quand même une sensibilité face à sa famille, clairement. Il a commencé à répondre. Puis il voyait la suite dans sa tête. Puis il a dit OK, j'arrête.
Parce que bon, des fois, ça peut implique... toucher les gens, oui. bien sûr. Oui, alors on comprend. Absolument. Alors, c'est pour ça que moi, ça me donne une protection de poser des questions aussi. Alors, le niveau vert, Frédéric, je vais te demander, tu les mets sur la table, tu les brasses. Tu vas me donner 5 cartes que tu vas choisir. Allez. Voilà. Je vais prendre le temps, je vais te lire les questions. Et voilà. Tu vas choisir une question auquel tu veux répondre. Et moi, après, dans ce niveau-là, je vais en choisir une aussi auquel tu devras répondre. Alors, quelle personne a fait une différence dans ta vie? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quel genre d'enfant étais-tu? Quel est ton rapport avec l'autorité? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Elles sont toutes intéressantes. Je vais répondre, quel est ton rapport avec l'autorité? Ouais. C'est une vraie problématique pour moi. Parce que j'avais un père extrêmement autoritaire, qui était... alors un père, je dois, pour dire les choses en vérité, qui était affectueux, qui était chaleureux, qui avait de l'amour, mais très autoritaire. C'était un peu le pater familias, tyran domestique. Il fallait toujours lui obéir. Et si on n'était pas... On n'obéissait pas et tout, on se prenait des claques. Donc il était assez violent physiquement. Et donc j'avais peur de mon père. Ce qui fait qu'à la fois, on était heureux de le voir parce qu'il était tendre et tout, puis d'un coup, il s'énervait, il était colérique, et puis je me suis pris un nombre incroyable de raclées quand j'étais enfant. Et du coup, après, j'ai toujours eu un rapport de méfiance vis-à-vis de l'autorité. C'est-à-dire je n'ai jamais pu avoir un patron, par exemple. Parce que pour moi, le patron, c'est le tyran. Et du coup, j'ai toujours fait des métiers sans patron. Donc, je suis écrivain, j'ai pas de patron, où je suis entrepreneur, j'ai ma propre société, où je crée une association, c'est moi qui la crée, mais je n'ai jamais pu avoir un patron au-dessus de moi. Et les quelques rares fois où c'est arrivé, parce que j'ai un peu travaillé dans une maison d'édition, c'était intenable. C'est-à-dire, je ne pouvais pas supporter l'autorité, parce que j'ai toujours l'impression que l'autorité avait un côté castrateur, un côté tyrannique, et d'ailleurs, comme par hasard, les quelques très rares patrons que j'ai pu avoir ressemblaient à mon père. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on va rechercher ce qu'on a connu. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais une problématique avec l'autorité. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé en psychothérapie. J'ai dû faire vraiment un travail dessus et j'ai compris tout ce qui se jouait. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu longtemps une problématique avec l'autorité. Est-ce que l'inverse de ça, c'est où on peut devenir rebelle? Bien sûr. On peut devenir rebelle, c'est-à-dire qu'on peut faire l'inverse de ce que mon père voulait. Mon père voulait que je fasse des études de sciences politiques, que je sois quelqu'un de... Alors, il m'a donné ce qu'on appelle une injonction paradoxale. C'est-à-dire soit quelqu'un d'important dont je sois fier. Lui, il a été ministre, donc c'était quelqu'un de très important socialement. Donc, soit quelqu'un d'important dont je sois fier, mais ne me dépasse jamais. Et donc, c'est pas facile. Ce qui fait que du coup... Ayant reçu ce message paradoxal, eh bien finalement, j'avais de l'ambition, je voulais réussir quelque chose, mais il fallait pas que je sois dans le même domaine que lui, parce qu'il fallait pas le dépasser. Et du coup, à 20 ans, je suis rentré dans un monastère. C'était une manière finalement d'avoir de l'ambition, mais spirituelle, plutôt que politique. Et en même temps, je pensais échapper complètement au regard de mon père. Et quand je suis rentré dans un monastère et j'ai pris l'habit monastique et tout, mon père m'a dit, je t'ai jamais dit, mais quand j'étais jeune, je voulais être moine, donc je me réalise à travers toi. C'est-à-dire que c'était encore une manière d'aller me... Et là, j'ai pété les plombs, j'ai fait des crises d'angoisse, et j'ai quitté après, je suis parti. Et donc, c'est-à-dire à quel point... l'inconscient est puissant. En fait, on fait des choses, on pense échapper, mais on est toujours dedans, etc. Et mon père m'a rattrapé encore. Et alors ensuite, j'ai mené ma propre voie, j'étais écrivain. Et la première fois que j'ai eu un bon article de presse dans Paris Match, que vous devez bien connaître, oui, certainement. Mon père a été me chercher dans son bureau. Il m'a dit, regarde, moi, il y a 10 ans, j'ai eu 4 pages dans Paris Match, toi, t'as eu que 2 pages. Et donc, il était en rivalité permanente avec moi. Donc, vous voyez, c'est quand même une relation problématique. Et donc, j'en suis sorti vers l'âge de 35-36 ans. J'ai fait de la Gestalt-thérapie. Et c'est une thérapie un peu émotionnelle. On travaille sur le corps, les émotions, les traumas du corps. Et là, je pourrais dire, j'ai symboliquement tué mon père. C'est-à-dire, je me suis débarrassé de lui. Je me suis débarrassé de ce regard qu'il avait sur moi, de cette emprise qu'il avait sur moi. Cette influence, hein? C'est comme vivre sous influence. Ah, mais tout à fait. Mais beaucoup de gens vivent sous influence. Oui. De leur mère, de leur père, on se rend pas compte. De leurs arrière-grands-parents. Quand on fait de la psychogénéalogie, on se rend compte, c'est sur des générations, on continue de reproduire les mêmes schémas. Et moi, c'est, voilà, vers 35-36 ans, je me suis débarrassé de ce schéma paternel. Comment on se sent? Comment tu l'as su que tu t'étais débarrassé de ça?
parce que ma vie a complètement changé. D'abord, j'ai une décharge émotionnelle très puissante. J'ai vraiment hurlé contre mon père, laisse-moi vivre, etc. Donc, j'ai ressenti des choses très, très puissantes. Et dans les mois qui ont suivi, ma vie a changé. C'est-à-dire que j'arrêtais de me tirer une balle dans le pied quand je commençais à réussir. J'avais beaucoup moins de problèmes dans la relation avec l'autorité. Enfin, j'ai senti que quelque chose avait bougé. Mais en fait, il fallait libérer la mémoire du corps. Et c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, tant qu'on connaît les choses, je dirais, par les concepts, c'est bien, mais c'est encore mieux quand le corps se libère, en fait, de la mémoire qu'il avait engrammée de ce que j'ai vécu enfant. Et comment la relation a évolué avec ton père suite à ça? Eh ben, en fait, bien mieux. Parce que je lui ai dit, c'est-à-dire que quand j'ai fait tout ce travail thérapeutique, je lui ai raconté tout ça, il n'avait aucune conscience. C'est-à-dire qu'il m'a dit, mais je me suis pas du tout rendu compte, je pensais pas du tout t'avoir impacté de cette manière-là. Et il n'avait aucune conscience de ça. Lui-même reproduisait sans doute des choses qu'il avait vécues. Et puis, en même temps, il a été fier de moi. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu beaucoup plus de succès avec mes livres, etc. Là, il était fier de moi. Il disait à ses amis, voilà, c'est mon fils. Je sentais qu'il était plus dans la rivalité, jusqu'à un certain point. Parce que on parlait de mon livre sur Spinoza. Lorsque j'ai sorti mon livre sur Spinoza, en fait, c'était quelques mois avant la mort de mon père. Et Paris Match est venu me voir en disant « On voudrait faire un grand portrait de vous pour votre livre sur Spinoza ». Et j'ai dit « Ça, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous veniez rencontrer mon père aussi, parce qu'il vient de sortir un livre. À 93 ans, il a sorti un livre, un peu de mémoire, etc. Et personne s'y intéressait, parce qu'il était plus connu. Et je lui ai dit, ça me ferait plaisir que... Et elle a dit, c'est une très bonne idée, on va faire un portrait croisé, le père, le fils. Donc, ils vont le voir s'il habitait à Arcachon, là, dans le sud de la France. Et là, il commence à nous interviewer. Et tout de suite, mon père dit « Oh, vous savez, mon fils, c'est moi qui lui ai tout appris. Il me doit tout. » Enfin, il est reparti devant les médias dans voilà, je suis celui qui a tout fait pour lui, etc. Et je me suis dit quelle tristesse. Finalement, alors je faisais ce geste de m'ouvrir vers lui, de lui apporter quelque chose, il fallait qu'il reprenne le pouvoir. Et il est mort quelques mois après. Donc, je pense qu'au fond, il avait en partie changé, mais il y avait encore une couche qui restait. Bon. Pas grave. Ça m'a un peu attristé, mais ça m'a pu atteindre de la même manière qu'avant. Très important ce que tu dis, parce que toi, t'as fait ton bout de chemin. Voilà, exactement. T'étais pas en train d'exiger que ton père que lui fasse. change. Et voilà. Parce que des fois, dans les relations parents-enfants, quand on fait un bout de chemin, on voudrait que le parent, par exemple, comprenne et change. Absolument. Et on n'arrive pas à faire la paix parce qu'on ne voit pas le changement, alors que toi, tu as réussi à le faire. Parce que tu as vu ton changement, toi. C'est tout à fait ça. Et donc, j'avais un peu de tristesse et de compassion pour lui, de me dire quel dommage qu'il n'ait pas complètement évolué, mais je n'ai pas cherché. Je lui ai rien dit, et puis voilà. Mais en tout cas, il est mort, on était vraiment en paix l'un avec l'autre. Ça m'amène à la question, parce que je vais en choisir une. Quel genre d'enfant étais-tu? Parce que c'est drôle, tu as décrit la situation avec ton père, puis on dirait que je serais curieuse de savoir comment on vit dans une maison où on n'est pas libre. Alors, en fait, j'étais un enfant qui a un tempérament très joyeux. C'est-à-dire que mon tempérament, ma sensibilité, elle est positive, optimiste, joyeux. J'ai beaucoup d'humour, je riais beaucoup, je faisais des blagues. Donc, j'ai un côté joyeux. Et en même temps, j'étais un enfant triste à cause de la situation familiale. Puisque, mon père, que j'aimais beaucoup, parce qu'en même temps, il était chaleureux, hein, mais j'avais peur de lui. Et ma mère était écrasée par mon père. Et donc, en fait, elle n'osait pas du tout s'affirmer. Et elle passait son temps à critiquer mon père quand il n'était pas là, qu'elle n'en peut plus, et pourquoi elle épousait cet homme-là. Moi, j'avais 6 ans, hein, j'entendais ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'avoir des enfants? Enfin, ma mère se plaignait tout le temps. Et c'était quelqu'un qui était pas chaleureuse du tout. C'est-à-dire qu'elle était froide. Elle avait reçu une éducation catholique très rigoriste, où on lui disait, il faut pas flatter tes enfants, faut pas leur donner de compliments parce qu'ils vont devenir orgueilleux. Et puis elle disait, sa mère lui avait dit, ne touche pas tes enfants, tu vas éveiller leur sexualité. Du coup, on n'était pas touchés, pas caressés, il n'y avait pas de tendresse. Ma mère nous aimait, mais avec froideur en fait. Et du coup, entre ce père très autoritaire et cette mère froide, j'étais malheureux en fait. Et donc je rêvais, quand je voyais mes copains, que j'allais chez mes copains qui avaient des parents que je trouvais sympathiques, chaleureux, etc. Mais je me disais, mais j'ai envie de changer de maison, quoi. Et donc, bien que j'ai un tempérament heureux naturellement, j'étais malheureux dans ce contexte familial. Est-ce que c'était austère? Non, c'était pas austère. Enfin, il y avait un côté
quand même un peu. Enfin, on vivait à la campagne, dans une jolie maison avec un jardin. C'était très agréable. Mes parents avaient des moyens financiers, donc j'ai manqué de rien. Par contre, c'est vrai qu'il y avait une austérité parce que ma mère avait ce côté austère dans la relation à l'autre. Et puis, mon père était au régime, c'est-à-dire qu'il pouvait rien manger, très peu de choses, que des légumes cuits, sans sauce et tout. Et ma mère détestait faire la cuisine. Du coup, ça l'arrangeait, elle mettait toute la famille au régime. Ce qui fait qu'enfant, j'ai mangé que des carottes, des blettes, et j'allais chez les copains pour manger des frites, des pâtes, enfin des choses que les enfants aiment. Ben oui. Et donc, il y avait une austérité, c'est vrai, une forme d'austérité qui était liée à ces deux aspects. Et après, heureusement, on était 4 enfants, et on s'entendait très bien, ce qui fait qu'on s'est soutenus. Et qu'il y avait une sorte d'entente entre les enfants, et on faisait des coups, on faisait des bêtises tout le temps en fait. C'était une manière, de nous exprimer. Et je me suis appuyé beaucoup sur mes frères et sœurs pour supporter, je dirais, le climat parental, puisque mes parents s'entendaient pas du tout. Ils ont divorcé plus tard, mais c'était vraiment, les parents étaient pas faits pour être ensemble. Ils avaient chacun leur grosse névrose, qui fait qu'on a un peu subi tout ça. Et puis après, chacun fait son Mais choix. on sent pas beaucoup de légèreté dans ce que tu Non, il n'y a racontes. pas de la légèreté. Mais j'en ai pourtant intérieurement. C'est-à-dire Heureusement. Donc, tu l'apportes. moi, je suis Gémeaux, j'aime le mouvement, la légèreté, etc. Donc, je l'ai heureusement dans mon caractère. Mais le milieu familial était lourd. Est-ce que tu te souviens du premier lieu où tu as habité seul, sans tes parents? Oui, j'ai habité un studio à l'âge de 17 ans. En fait, j'en pouvais plus. Et donc, du coup, j'avais habité un petit studio à Paris et j'étais tellement heureux, enfin, de quitter. Enfin, cela dit, j'étais déjà seul un peu parce que mes parents partaient en week-end, tous les week-ends, depuis que j'étais enfant, en fait. Ils ont eu un appartement à Paris puis une maison à la campagne. Comme mon père était nommé ministre, j'avais 10 ans, donc là, il était obligé d'habiter Paris. Et il partait tous les week-ends à la maison de campagne. Et moi, je restais à Paris. Ce qui fait qu'à 12 ans, je faisais des booms avec mes copains le week-end à Paris. Et j'étais très heureux comme ça. Mais est-ce qu'être enfant d'un ministre, donc d'une personnalité publique connue, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie d'enfant? Alors, je pense que ce que ça a changé, c'est que je n'accorde aucune importance à la notoriété. C'est-à-dire que parce que je voyais que mon père était connu, qu'il y avait plein de gens qui s'intéressaient à lui, des médias, et puis moi, je voyais qui il était. C'est-à-dire, je voyais très bien le décalage entre l'homme public, que tout le monde admirait, La perception et la réalité. et la réalité d'un homme plein de problèmes, etc. Ce qui fait que maintenant, quand je rencontre des gens connus, ça ne m'impressionne jamais. Je sais très bien qu'il peut y avoir un grand décalage, pour moi aussi d'ailleurs. Hein. Je dis toujours aux gens, attention, je ne suis pas forcément la personne que vous imaginez en lisant mes livres. Il y a toujours un décalage entre l'image qu'on a et ce qu'on est. Et donc, ça m'a rendu très lucide sur la nature humaine. Et puis, la deuxième chose, c'est que comme mon père était connu, on recevait beaucoup de gens connus à la maison. J'ai connu très bien Jacques Delors, Michel Rocard, un tas de gens qui ont été ministres, premiers ministres. Bon. Et en fait, du coup, j'étais pas impressionné par la notoriété. Ce qui fait que dans ma vie après, quand j'ai croisé des gens très connus, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Donc, ça m'a enlevé le caractère qui fait rêver de la notoriété. Pas du tout. Toi, tu as été désensibilisé à Voilà, ça. exactement. Très J'étais très rapidement. rapidement. Très rapidement. Mais parce que quand on a une enfance comme ça, quand on se retrouve avec soi-même, on touche la liberté aussi. Oui, tout à fait. La liberté d'être pleinement. Ah oui, mais moi, c'est ce que j'ai recherché à travers tout le chemin que j'ai fait thérapeutique, hein, c'est être libre intérieurement. Ne plus être mu par mon inconscient, par mes injonctions parentales, etc. Et donc, moi, je dis souvent, on ne naît pas libre, on le devient. Mais on le devient à travers un travail sur soi. Oui. Oui, puis ça part de l'intérieur. De l'intérieur, de la connaissance de Oui. soi, de ses Oui. mécanismes inconscients. Oui. Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai telle réaction? Pourquoi est-ce que tel patron me met en colère systématiquement? Faut travailler sur soi. Mais je trouve que quand on a des enjeux avec l'autorité, ça vient souvent de l'enfance. Bien sûr. On Ça... a eu un parent trop autoritaire, très souvent. Ou pas du tout, à l'inverse. Oui, Donc, on recherche toujours le contraire. l'opposé. Alors, le niveau jaune, alors tu vas les brasser comme tu as fait tantôt, et là, tu vas m'en donner 4. 4 cartes jaunes. Tu vas en choisir une et je vais encore en choisir une dans ce niveau-là. Il s'appelait comment, ton père? René, Puis ta mère? Elisabeth. René Et ma mère vit toujours, elle a 99 ans. Ah! Elle va avoir 100 ans au mois de juin, dans quelques mois. Est-ce qu'elle est en santé, Elisabeth? Alors, elle est en santé. Bon, après, elle peut plus marcher parce qu'elle est tombée plein de fois. Et du coup, elle est en fauteuil roulant. Elle est dans une maison de retraite médicalisée. Mais elle a toute sa tête.
Ah! Et elle joue encore très bien au Scrabble. Ah oui, puis qu'est-ce qu'elle pense de ta carrière? Elle est très fière, ma mère. Ma mère a toujours été très fière de moi. Elle n'est pas en rivalité. Donc, elle est très fière, elle lit tous mes bouquins, elle me demande chaque fois que je passe à la télé, il faut que je la prévienne. Enfin bon, elle est très fière. Est-ce que tu as senti qu'elle s'est libérée aussi de l'autorité de ton père? Ben, elle a été soulagée quand mon père est mort, en fait. C'est-à-dire que déjà, ils se sont séparés 6 ans. Vous savez, mes parents, ils ont vécu ensemble très longtemps en étant extrêmement malheureux. Et ils se sont séparés, ils avaient 85 ans. C'est-à-dire qu'ils ont attendu très, très, très longtemps parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et puis, finalement, c'est du jour où ils se sont séparés que ma mère a commencé à respirer, à mener la vie qu'elle avait envie, parce qu'elle se sentait soumise à mon père, obligée de répondre à toutes Elle était très autoritaire dans le quotidien, elle n'en pouvait plus. Et donc, elle a commencé à respirer. Et mon père, à cet âge-là, il est parti avec une autre femme. Il a été beaucoup plus heureux avec cette autre femme qu'avec ma mère. Puis ils se sont séparés à 85 ans. J'imagine que tu t'attendais pas à ça, à cet âge-là? Ben, en fait, ça s'est fait, c'est assez drôle d'ailleurs. Il faudra que je l'écrive un jour parce que c'est assez incroyable. Mon père a eu un énorme problème de cœur. Il a une section de l'aorte, c'est-à-dire une fissure dans l'aorte. Et les médecins nous ont appelés en disant il a maximum 12 heures d'espérance de vie. Et on ne peut pas l'opérer à 85 ans, il va mourir à l'opération. Donc on ne peut rien faire. Donc les 4 enfants, on est revenus chez mes parents. Mon père était à l'hôpital, on a été le voir et puis il était serein. Il a dit je sais que je vais mourir, voilà, c'est comme ça. Et ça m'a impressionné d'ailleurs, la sérénité qu'il avait. Et puis on a été se coucher, il était 4 heures du matin. Et le matin, au petit déjeuner, on nous dit il est encore en vie, on va retourner le voir. Et ma mère était toute joyeuse. Et elle dit de toute façon, il va bientôt mourir, donc on va faire sa messe d'enterrement. Alors qui va s'occuper? Tiens, Frédéric, tu pourrais lire tel. On dit mais maman, il n'est pas encore mort, tu vois. Mais elle était en joie. C'était la libération arrivait. Et puis mon père a survécu parce que il a fait de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que ma sœur est hypnothérapeute. Elle lui a dit papa, visualise la cicatrisation de ton aorte. Et comme mon père a une puissance psychique énorme, il a passé jour et nuit à visualiser que son aorte cicatrisait. Et au bout de 8 jours où il était toujours en vie, les médecins ont refait un scanner en disant mais c'est incroyable, son aorte est en train de cicatriser, on n'a jamais vu ça. Et mon père a vécu du coup des années de plus. Mais quand ma mère a réalisé que mon père allait pas mourir, elle a fait une dépression. Et du coup, elle m'a appelé en disant Frédéric, je sais que ton père a une autre histoire, qu'il a quelqu'un d'autre qu'il aime beaucoup et tout. Est-ce que tu peux appeler cette personne pour savoir si elle veut bien le récupérer? Et là, j'appelle cette personne qui me dit mais j'attends ça depuis des années et avec joie. Et j'appelle mon père qui dit non, je n'abandonnerai jamais ta mère. Je dis mais papa, c'est elle qui veut plus de toi. Et donc là, j'ai réussi comme ça. J'ai servi, tu vois, d'intermédiaire, de diplomate pour qu'enfin ils se séparent. Et puis comme ça, ils ont fini heureux l'un et l'autre. Mais quelle histoire! Quelle histoire incroyable, oui. On s'attend plus à ça à 85 ans, et surtout de la façon que ça s'est déroulé. Tu as été un intermédiaire important. Oui, parce que je me suis dit, là, il y a un problème, quoi. Ils ont envie de se séparer tous les deux, mais ils n'osent pas le faire par culpabilité et tout. Bon. Donc là, j'ai mis les pieds dans le plat et puis ça s'est très bien passé. Quand même quelque chose à vivre. Niveau jaune, tu choisis une question. Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Quel type d'amoureux es-tu? Quel trait de caractère as-tu hérité de ton père? J'hésite entre plusieurs. Je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents qui t'a manqué? Ouais. En fait, j'ai pas eu confiance en moi. Puisque d'un côté, ma mère ne nous a pas portés, sécurisés, touchés. Un enfant, il gagne confiance en lui parce qu'il est porté dans les bras de sa mère. Donc, il est sécurisé. Ouais. On lui donne des compliments, on lui dit qu'il a de la valeur, etc. Donc, moi, j'ai pas eu ça du tout. Et mon père m'a fait peur. C'est-à-dire que mon père me terrorisait. Ce qui fait que, du coup, j'ai manqué grandement de confiance en moi. Et ça a été, pendant presque 30 ans, un vrai problème dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais tout le temps peur d'être rejeté. Par exemple, dans ma vie amoureuse, chaque fois que je tombais amoureux d'une fille, je me disais faut surtout pas que je lui dise parce que je vais être rejeté. J'avais cette peur du rejet. Puis j'ai pas eu de chance parce que une des premières fois où j'ai osé le dire, je devais avoir 13-14 ans, la fille m'a dit oh là là, mais je t'adore, t'es mon meilleur ami, mais alors moi j'aime que les gars d'1m80, je faisais 1m60. Et donc du coup, j'ai plus jamais osé me lancer, si tu veux, dans une déclaration parce que je me suis dit je vais être rejeté à tous les coups. Ce qui fait que ça a marqué profondément ma vie. Et c'est vrai que il a fallu que je trouve cette confiance en moi autrement que par les parents, parce que c'est ce qu'ils n'ont pas su me donner. Mais comment on sait qu'on n'a pas confiance en soi?
Bah, je m'en rendais compte tout le temps, c'est que j'osais pas dire. Bah, là, je t'ai donné un exemple très concret. Oui, J'osais pas mais dire tu à savais quelqu'un. que c'était relié à la confiance. Parce que des fois, je trouve que c'est pas si clair, ça vient d'où. Alors, j'ai peut-être pas conceptualisé que j'avais pas confiance C'est en moi, ça. mais en tout cas, concrètement, je n'osais pas prendre de risques. J'avais peur d'être rejeté. J'avais peur de pas être à la hauteur. Non, vraiment. Alors, je sais pas si je l'ai conscientisé comme ça, je l'ai conscientisé plus tard en thérapie. Mais dès l'adolescence, je me rendais compte que finalement, j'osais pas aller vers des choses qui pouvaient être risquées, par exemple, ou j'avais peur d'être jugé par les autres. Donc ça m'a beaucoup manqué. As-tu l'impression que tu t'adaptais beaucoup aux autres? Oui, certainement. Et du coup, tu as raison. J'ai fait certainement une compensation. C'est-à-dire, pour être aimé, pour être reconnu, bah, je m'adaptais. Pour pouvoir, comme j'avais pas été assez reconnu, et que j'avais pas confiance en moi, bah, je savais pas dire non. Et donc, pendant très longtemps, je me souviens, quand j'étais marié, j'ai épousé une femme qui ressemblait à mon père, c'est-à-dire très autoritaire. C'est pas un hasard, hein. Et je savais pas lui dire non. Et donc, je faisais tous ses caprices, en fait. Elle était capricieuse, en plus. Bon, elle était très jolie, très Mais tu intelligente. t'adaptais encore une fois de Je plus. m'adaptais. Et donc, il a fallu faire, là aussi, tout un travail thérapeutique que j'ai fait entre 25 et 35 ans, où là, j'ai dû travailler sur tout ce qu'on a déjà évoqué, et puis sur le manque de confiance en moi, sur le fait que je savais pas dire non. Et c'est quelque chose qui dure encore un peu. C'est-à-dire que des fois, je me rends compte que je veux faire plaisir aux gens, un peu trop. C'est bien de faire plaisir aux gens, mais des fois, quand c'est pas juste, eh bien, il faut savoir dire non. Mais j'ai souvent des gens qui me demandent de l'argent, des amis, etc. J'ai du mal à dire non. Et je me rends compte que des fois, c'est pas juste. Donc, j'ai encore un peu de boulot à faire là-dessus. Est-ce que toi, t'acceptes qu'on te dise non? Oui, tout à fait. J'accepte qu'on me dise non. C'est dans l'autre sens que j'ai du mal. Ben c'est ça, parce que des fois, tu sais, quand on a de la misère à dire non, on dirait qu'il faut se dire, ben quand on me dit non, moi, qu'est-ce que ça me fait? Tout à fait. Tu sais, dans le fond, des fois, on est frustré 5 minutes, quelqu'un qui vient d'annuler quelque chose qu'on espérait, mais on passe à autre chose. Puis moi, des fois, je me suis convaincue, ben quand je dis non, ben l'autre, il doit faire la même chose. Tu sais, pour moi, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions, j'ai parlé de ça souvent, tu sais, quand on dit non, quand on dit oui, mais dans le fond, on sait que c'est non, à quel point c'est lourd à porter. Tout à fait, oui. Cette suradaptation à Oui, la l'autre, suradaptation, finalement, tout à fait, qui est pas bénéfique, tu sais, qui est pas bénéfique pour personne, mais en même temps, c'est vrai que c'est dur de dire non. Ouais. Et là, moi, j'ai une amie, Marcia Pilote, qui m'a appris une phrase que je répète souvent, c'est « Tu réponds, ça ne me convient pas. » Et maintenant, c'est ce que je réponds. Oui, c'est une manière de dire non qui explique. Oui, Ouais. sans être obligé de dire un mensonge, parce que Ouais. des fois, il y a des mensonges blancs. C'est vrai. Non, mais... Parce que j'ai tel problème actuellement. Oui, tout à fait, Exactement, ouais. exactement. Mais il reste qu'on soit n'importe, qu'on ait des études, qu'on n'ait pas... La capacité de dire non est quand même difficile dans la vie. Mais tu sais, là, on parle parce qu'on parle souvent de ce qui m'a manqué enfant, etc. Oui. et tout. Vraiment, à 90%, je suis plus là-dedans. C'est-à-dire que j'ai été très impacté par tout ça, mais ça a été aussi la chance. Tous ces soucis, ces problèmes affectifs, ce manque de confiance, c'était le moteur de mon existence. Ouais. Et si je suis devenu ce que je suis devenu, que j'ai la chance d'écrire des livres, que ces livres puissent toucher beaucoup de gens et que j'ai une vie, je suis très heureux, c'est parce qu'il y a eu tout ça aussi. Et donc, je ne regrette rien, en fait. Et c'est un jour, à 40 ans, je me suis dit, mais au fond, si tu devais revivre tout ce que tu as vécu pour en arriver là, est-ce que tu serais prêt à le refaire? Je me suis dit oui. Bien que j'ai beaucoup souffert, hein, j'ai eu beaucoup de moments très douloureux et tout, je me suis dit, finalement, ça a été ce qui a permis de dépasser les problèmes, de me battre, de faire une psychothérapie, de me connaître, de m'intéresser à la philosophie, à la spiritualité. Peut-être que je me serais jamais intéressé à la philosophie ou à la spiritualité si tout avait été bien dans mon enfance, que j'avais pas eu de problème, que j'aurais eu beaucoup de chance avec les femmes dès l'adolescence. Mais c'était l'inverse. Et du coup, ça a été un moteur d'aller chercher ailleurs quelque chose qui me permette finalement de m'affirmer et de m'épanouir. Donc, tu sais, tout est bien. Voilà. Donc, je ne Mais ça regrette donne rien. un sens au reste de la vie. Tu sais, on cherche toujours le sens de la Oui. vie, mais notre enfance, c'est quand même un pilier de la suite. Tout à fait. Mais il y a des gens qui disent « Ah là, mais je regrette », qui sont oui. dans la plainte. Moi, pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que c'est un chemin pas facile. Il y a des chemins pires. Hein. Il y a des gens qui ont subi des incestes, des viols et tout. Bon, moi, pas du tout. Mais ça a été un chemin quand même douloureux psychologiquement. Mais je regrette rien. Parce que c'est à travers ce parcours un peu chaotique que finalement, je me suis bien construit intérieurement.
Et tu sais, j'ai fait un rêve quand j'avais 36 ans, juste avant de faire cette Gestalt thérapie dont j'ai parlé, qui a changé beaucoup de choses Est-ce pour que moi. c'est une thérapie de groupe, ça, ou c'est une Oui, thérapie de groupe. de groupe? Hein? Groupe, on était une vingtaine avec 2 thérapeutes, et très forte, hein, très émotionnelle. On joue des rôles, tu sais, chacun joue le rôle du père, de la maman. Et donc, j'ai eu vraiment un changement très fort avec j'ai fait ça pendant 3 ans, tu vois, une fois par mois, un week-end. Donc, c'est un gros travail. Oh, quand même. Hein? Un très gros travail. Et si tu veux, juste avant de faire cette thérapie, j'ai fait un rêve. Et à ce moment-là, j'allais pas bien dans ma vie. C'était vraiment la période la plus critique. Et je réussissais pas professionnellement, amoureusement, j'avais divorcé, j'étais pas bien. Et là, il s'est passé un rêve dans lequel je vois que j'étais dans un train et mon père conduisait le train. C'était un train à vapeur avec du charbon. Et il était avec de la suie partout et puis il conduisait. Et moi, je mettais le charbon. Tu vois, j'étais au service de mon père, je mettais le charbon. Et je sentais que le train allait dérailler, que c'était chaotique, dangereux. J'étais en grande insécurité. Et puis à un moment donné, je vois un petit train de banlieue tranquille qui nous double, et je vois quelqu'un que j'admirais, parce que j'enviais, on pourrait même dire. C'était un ami qui dirigeait un département philosophie, spiritualité d'une grande maison d'édition. Il était équilibré dans sa vie professionnelle, dans sa vie de couple et tout. Je me dis, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui. Et là, je sens la comparaison et je me dis, mais moi, je suis tellement mal. Et puis, le rêve se transforme d'un coup. Mon père a disparu et je suis au volant, à la commande d'un train à grande vitesse, un TGV. Et là, je sens qu'on roule hyper vite. Je suis en totale sécurité. Il y a des champs de blé partout. C'est magnifique, quoi. Et donc, et je double le train de banlieue avec mon copain. Et là, je parle un peu. Et là, je lui dis, excuse-moi, tu me retardes. Tu vois, donc, parce que je vais aller beaucoup plus vite que lui. Et à ce moment-là, j'arrive à la gare et puis le rêve change. Et là, je vais dîner avec une amie chez cet homme-là, et elle me dit à la fin, je pense qu'il est jaloux de ton succès. Et tout ça, c'est un rêve vraiment prémonitoire, parce que tout ça s'est réalisé ensuite. J'ai commencé à avoir beaucoup de succès, cette personne est devenue un peu jalouse de moi, et donc c'est un vrai rêve prémonitoire, mais qui montre que s'il n'y avait pas eu mon père au départ, ce cheminement chaotique, etc., je serais peut-être jamais devenu ce TGV qui avance très vite, avec joie, sérénité, etc. Et donc, en fait, ce rêve a annoncé ce qu'allait devenir ma vie. C'est-à-dire que je suis parti de quelque chose de chaotique et progressivement, j'ai construit un cosmos, c'est-à-dire quelque chose d'ordonné, d'harmonieux, dans lequel je me sens très bien. Quelque chose qui est toi. Qui est moi, exactement. La question donc, tout est bien. Ben oui, tout est bien, mais faut en être conscient qu'on peut aller chercher souvent ce qu'on n'a pas reçu. Tu sais, il y a une expression qui dit on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas eu, mais on peut aussi aller chercher ce qu'on n'a pas eu. Tout à fait. Tu sais, on a cette responsabilité-là aussi à un certain moment, si on veut que les choses cessent de se répéter. La question que j'ai envie de te poser, c'est quel type d'amoureux es-tu? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai tout connu. C'est-à-dire, j'ai été marié, totalement fidèle et tout, et j'étais malheureux. J'ai tout fait, en fait. Très vite, je peux étouffer parce que je suis dans quelque chose d'un peu paradoxal. À la fois, je vais rechercher des gens très aimants. Parce que j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de tendresse. Donc je vais chercher des personnes qui peuvent être un peu fusionnelles, aimantes. Et en même temps, j'étouffe. Parce que, comme mon père voulait me posséder, etc. et tout, je supporte pas que l'autre me possède. Donc, j'ai besoin de garder ma liberté. Et donc, ce paradoxe fait que longtemps, ma vie amoureuse a été très compliquée parce que, d'un côté, je recherche des gens qui m'aiment beaucoup, qui sont très affectueux, très tendres. Et puis, très vite, j'étouffe, j'ai besoin de liberté. Et donc, j'ai tout connu. J'ai connu le polyamour, j'ai connu le fait de quitter les gens au bout de 2 ans parce que j'allais chercher autre chose. Et là, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis avec la même personne. Et au fond, ce qui nous convient très bien, c'est qu'on vit ensemble 1 semaine sur 2. Voilà, du coup, je n'étouffe pas. Donc, tu as ta maison. Je veux dire, vous avez chacun vos lieux de vie. On a nos lieux de vie et on est ensemble 1 semaine sur 2. Et du coup, qu'on est ensemble, on est ravis d'être ensemble. Et puis, moi, chaque fois, et elle, je pense aussi, on est très indépendante. Je suis content de me retrouver. Et puis, je voyage. J'ai un appartement parce qu'on est ensemble. C'est pas tout à fait ça. On est ensemble en Corse, hein, où j'ai une maison. Elle vit sur place. Et moi, je la retrouve 1 semaine sur 2. 1 semaine sur 2, je suis à Paris. Je voyage au Canada, partout. Et donc, je respire. Ça a été long de trouver cette personne-là qui te laissait oui, ça fait que liberté-là? 10 ans, hein, tu sais. Donc, c'est à 50 ans que c'est arrivé. Voilà. Et elle s'inquiète pas du tout. On est totalement en harmonie comme ça. Et du coup, moi, j'ai ma liberté. Et en même temps, j'ai cet ancrage, je dirais, d'une relation profonde, durable et dans lequel on peut aller loin dans la confiance, dans l'amour, etc. Est-ce que quand l'autre donne cette liberté-là, est-ce qu'on en a moins de besoin?
en sachant qu'elle est là? Mais bien sûr, c'est qu'à partir du moment où l'autre est jaloux et vous dit ah mais je veux pas, appelle-moi tout le temps, c'est là qu'on n'en peut plus. Et donc moi je supporte pas d'être contrôlé. Je supporte pas qu'on me pose des questions. Et donc du coup, effectivement, la solution c'est de trouver quelqu'un qui vous donne votre liberté. Et du coup, finalement, vous n'avez pas envie d'en abuser. Là, tu as dit quand même polyamour. Oui. Ça m'intrigue quand même. Pourquoi? Bien, parce que c'est quelque chose que je me demande comment, tu sais, d'abord, comment ça s'installe, le polyamour. Est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est, par exemple, tu es avec quelqu'un et là, finalement, tu te rends compte que ça pourrait s'expansionner? Tu sais, est-ce que tu le savais avant que toi, tu pouvais avoir plusieurs personnes que tu aimes en même temps? En fait, moi, je crois qu'on a un cœur assez grand pour aimer plusieurs personnes. Je l'ai déjà vécu et j'ai été pendant plusieurs fois amoureux de plusieurs, de 2 ou voire 3 personnes en même temps. Et quand je dis amoureux, c'est amoureux. C'est pas simplement une personne dont je suis amoureux et puis des histoires sexuelles à côté. Ouais. Donc je sais qu'on peut aimer plusieurs personnes. De la même manière qu'on peut aimer plusieurs enfants. On va pas se dire, bah non, j'en aime un, je peux pas aimer les autres. Ou on peut aimer plusieurs animaux. J'aime mon chien, j'aime pas mon chat. Non. On peut aimer plusieurs personnes à différents moments de ta vie aussi. Oui, mais toi, tu bien dis sûr, en même temps. C'est possible. J'en suis convaincu. Par contre, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut que chaque personne n'ait aucune jalousie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de la jalousie, c'est-à-dire qu'il y a de l'insécurité, parce que la jalousie, c'est de l'insécurité. Et si on pense que parce qu'il y en a une autre, je vais être abandonné et qu'on est dans la compétition, ça ne marchera jamais. Donc ça ne peut fonctionner qu'avec des personnes, d'abord dans la transparence, il ne faut pas qu'il y ait de mensonges. Il faut dire, voilà, j'aime une autre personne. Et en même temps, il faut que chaque personne soit bien avec ça. Et c'est très rare, c'est extrêmement dur à trouver. Donc moi, j'ai été dans des relations polyamoureuses dans lesquelles il y en avait une qui était bien, mais l'autre non. Et qui disait, j'espère qu'un jour, tu vas quitter l'autre. Enfin, vous voyez. Donc finalement, la grande difficulté, c'est qu'il y a un contrat à 2 ou à 3 qui puisse fonctionner pour tout le monde. Et ça, c'est très dur à trouver parce qu'il faut être à peu près au même degré de conscience dans la vie amoureuse. Il faut avoir fait un travail sur soi, c'est pas simple. Sinon, il y en a un qui domine, entre guillemets, et puis les autres subissent. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et puis après, il y a des types de polyamour que vivent d'autres gens où c'est plutôt du libertinage. C'est-à-dire qu'on a plein de relations en même temps, mais ce n'est pas forcément quelque chose de durable. Enfin, c'est autre chose, vous voyez, c'est pas du polyamour, ça, c'est la liberté d'aller voir à droite à gauche. Bon, ça, on peut très bien le vivre. Mais le polyamour, c'est plus exigeant s'il y a de l'amour. Mais quand la première fois que tu as ressenti ça, que tu aimais 2 personnes en même temps, il faut quand même l'annoncer à l'autre. Alors moi, je l'ai fait parce que j'ai horreur de mentir. Donc je trouve qu'après qu'on ment, on est mal, on doit dissimuler son agenda, tout ça. Donc moi, je l'ai fait. Et je sais que j'ai dit à quelqu'un, voilà, je suis déjà avec quelqu'un, mais tu me touches énormément, donc etc. Et puis, j'ai prévenu l'autre personne que j'avais fait une autre rencontre et ça s'est bien passé. Oui, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque de perdre l'autre, absolument. Tu peux perdre les deux en même temps. Les deux en même temps. En étant transparent. Tout à fait. Donc, à cette époque-là, mais ça remonte à il y a longtemps, à cette époque-là, effectivement, j'ai eu un certain temps 2 personnes qui acceptaient la situation. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a une des 2 personnes qui a lâché. Donc voilà, c'est chacun doit garder jusqu'au bout sa liberté de dire oui ou non. Mais j'aime bien quand tu dis on a cette capacité-là. Oui. Parce que je pense que comme... Tu sais, moi aussi, j'en ai rencontré, je suis curieuse par rapport à ça quand même. Mais surtout aussi curieuse pas juste curieuse, mais de vouloir dire aux gens que ça existe. Parce que je pense des fois, on peut se poser des questions, puis si on n'a pas de modèle, on se demande est-ce que c'est normal et de voir que oui, ça peut marcher. Ça ouvre des possibilités aussi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, toutes les cartes sont rebattues. Tu vois, il y a un jeu de cartes, toutes les cartes sont rebattues dans la vie amoureuse. Et que les schémas qu'on a connus, qui étaient le schéma classique, on doit être avec une seule personne, tout le temps, ne jamais tromper la personne. Donc, alors, du coup, comme on peut pas souvent s'empêcher de tromper, on va mentir. Enfin, tous ces schémas-là, je crois que c'est complètement rebattu et qu'on est en recherche d'autres modes de relation dans lesquels on peut à la fois durer dans la relation tout en pouvant renouveler également la relation, tout en pouvant garder une part de liberté. Donc, chacun doit trouver à partir de ces nouveaux modes de relation ce qui lui convient.
de pas s'enfermer dans un seul schéma. Oui, c'est ça. Qu'il soit monogame ou polygame. Je veux dire, faut pas s'enfermer dans un schéma. Et surtout, les choses peuvent évoluer. À un moment donné, et moi j'ai vécu dans ma vie, à un moment donné, on peut être totalement monogame et bien là-dedans. À un autre moment, on peut être au contraire avoir besoin de polyamour. À d'autres moments, de libertinage. Et à d'autres moments, de vivre les choses comme je le vis un peu en ce moment, c'est-à-dire d'être engagé avec une personne tout en respirant. Et donc, chacun doit trouver au moment de sa vie où il en est, finalement, le type de relation qui est le plus juste pour lui et pour l'autre. Je trouve que ça prend quand même une forme de courage. En tout cas, de lucidité. Oui, pour faire face. Tu sais, je veux dire, tu peux briser aussi l'autre en lui parlant de ça. Bien sûr. Tu peux briser Il faut être une franc dès le relation. départ de la relation. Oui. Faut pas dire, moi j'ai des amis, des copains qui quand ils rencontrent quelqu'un, ils disent moi je suis totalement fidèle, alors qu'ils le sont pas du tout depuis le départ, si tu veux. Ils vont mentir à l'autre pour séduire l'autre, et puis après, au bout de 2 ans, ils vont lui avouer que ceci, cela. Et donc je pense que dès le départ, faut être franc. Faut dire ce qu'on est, comment on fonctionne, ce qu'on attend de la relation, comment on peut la gérer, et puis l'autre il dit oui ou non. Et donc moi des fois il m'est arrivé, je me souviens à l'époque où j'étais polyamoureux, de rencontrer une fille formidable, lui dire mais j'ai déjà quelqu'un, elle est partie en courant. Et donc je n'ai pas menti, parce que sinon effectivement j'aurais pu pour la conquérir, mais après de toute façon j'aurais été dans le mensonge. Et c'est donc ça qu'il faut éviter, faut être franc dès le départ. Est-ce que quand tu annonçais aux autres, tes proches, que tu étais polyamoureux, est-ce que ça indisposait les gens? Disons que j'en ai jamais parlé tellement publiquement à l'époque, hein, parce que j'en aurais parlé publiquement, les gens auraient très, très mal compris, parce que on est quand même, les mentalités sont quand même pas du tout prêts à entendre ça. Donc, au moment où je vivais ça, j'en parlais pas, en fait. Maintenant, je peux en parler parce que c'est plutôt du passé, mais je dirais que c'est quelque chose où la plupart des gens sont pas prêts à entendre ce que c'est que ce discours-là, parce que la grande majorité des gens sont quand même dans un schéma classique encore, même s'ils ont du mal à le vivre. Hein. Oui, où il y en a qui c'est un schéma classique avec l'infidélité. Oui, c'est ça. Ce que je dis, qu'ils ont du mal à le vivre. Ah oui, ils c'est sont ça, quand du même mal à le vivre, oui, dans ce c'est-à-dire sens-là. qu'ils sont dans le schéma classique et puis ils mentent, et donc je crois que la majorité des gens sont pas prêts à ouvrir leur esprit à d'autres formes de relations qui peuvent être jugées, du coup. On peut dire, en fait, c'est pas sérieux, c'est pas profond, alors que si. Je crois encore une fois que c'est pas simple. Moi, Non, parce que c'est pas simple que tout le monde soit bien. Moi, j'en ai connu des polyamoureux, puis j'ai un couple en tête où il y a une des personnes qui faisait à quelque part des sacrifices. Oui, mais c'est ce pour que je rester disais. dans la relation. C'est ce que je disais. Ouais. C'est ce que je disais. C'est qu'il y en a souvent un qui subit la relation et qui en fait n'est pas heureuse dans ce type de relation. Ouais, c'est la grande difficulté, c'est que tout le monde doit vraiment adhérer à ça. Comme si ça prend énormément de transparence et de confiance en soi. Tout à fait. Confiance en soi, confiance dans les autres, transparence. Donc c'est exigeant en fait. Ouais, il faut pas le faire à tout prix. Certainement pas, non. Parce que c'est là que ça peut faire mal. Niveau rouge, tu vas seulement... il y a 4, t'en choisis 3. Il y en a 4 et tu vas répondre à une seule question à ce niveau-là. Je n'en choisirai plus. Ça va bien? Oui, ça va bien. J'adore la discussion. As-tu négligé certains aspects de ta vie? Qu'est-ce que la foi? Quelle est ta plus grande source d'insécurité? On répond qu'à une seule. J'aime bien qu'est-ce que la foi? Oui. C'est la première fois que j'ai cette question parce que je crois qu'elle te ressemblait. Oui, tout à fait. En fait, pour moi, la foi, c'est essentiellement la foi dans la vie. C'est-à-dire, finalement, avoir confiance, une confiance fondamentale dans le fait que les choses sont bonnes. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, je viens de sortir un livre sur le stoïcisme, c'est le fondement de la philosophie stoïcienne. C'est de croire, et là, que c'est une forme de foi, que tout est ordonné par une intelligence supérieure qu'ils appellent le logos, qui fait tout au mieux pour que les choses, même s'il y a du mal, même s'il y a de la tristesse, même s'il y a de la violence, mais que tout soit le mieux possible à terme pour l'histoire de l'humanité. Et donc ça, effectivement, malgré toutes les apparences, j'ai une foi assez forte dans la vie. C'est-à-dire qu'au fond, quand je regarde la beauté du monde, quand je regarde les écosystèmes, l'harmonie, le ciel étoilé, je me dis ça peut pas être le hasard qui a fait tout ça. Et donc il y a une intelligence bienveillante qui a voulu ce monde, et après c'est l'être humain qui introduit le malheur, qui introduit la disharmonie, qui introduit la violence, la domination, etc. Mais j'ai foi dans la vie, en fait. J'ai foi dans cet ordre cosmique qui nous dépasse.
Et ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans des moments de grande tristesse, de découragement, etc., je pense toujours qu'il y a une aide, un soutien qui sera là. Et je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois, j'ai failli mourir. Et c'est presque un miracle, je suis encore en vie. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances. D'accident, de maladie? De tout. J'ai eu. Mais je te donne un exemple. J'étais en Inde, j'avais 20 ans. Et je sais, pendant 6 mois, j'ai marché, j'ai été comme ça à la découverte de l'Inde avec un sac à dos. Et j'étais dans un endroit sur une plage dans le sud, dans le Kerala. Et là, j'ai loué un petit bungalow avec un toit en torchis pour quelques nuits. Et au milieu de la nuit, à un moment donné, j'ai une angoisse qui m'étreint, donc je me réveille. Tellement je suis angoissé, je peux plus dormir. Et une force me pousse à sortir de la case. Mais une force irrationnelle. Je sors, je reste dehors, je respire, je fais du yoga, de machin. Puis je sens qu'à un moment donné, l'angoisse s'apaise, je reviens dans la tente. Et j'avais une lampe de poche. Et là, je vois que pendant que j'étais parti, il y a un bout du toit qui était en torchis qui était tombé. Il y avait un nid de serpent venimeux qui était tombé sur le lit. Et j'ai été chercher le gars qui m'avait loué la case. Il a regardé, il m'a dit « c'est des serpents mortels ». C'est-à-dire que si je n'avais pas été averti de ce danger, je serais mort. Et donc là, des choses comme ça, j'ai vécu 4 ou 5 fois dans ma vie. Des choses incroyables, où je me dis, mais une force supérieure m'a protégé. Ou mon inconscient, je sais pas. Et donc je crois que, voilà, on est accompagné. Il y a une force bienveillante qui nous accompagne, qui nous avertit, qui nous protège parfois, et puis qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. Vous connaissez cette histoire brésilienne que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui meurt et puis il revoit sa vie et il voit qu'il marche un peu, il voit ses pas sur le sable et puis il est avec Dieu donc et puis il dit bah tiens il y a un moment donné donc il y a toujours les 2 pas et puis il voit qu'il n'y a plus qu'une seul pas et il dit à ce moment-là Dieu tu vois là le moment le plus difficile de ma vie tu m'as laissé tout seul et il dit non c'est moi qui te portais et donc je crois à ça, c'est-à-dire je crois que dans les moments les plus difficiles il y a un soutien qui peut venir de l'intérieur, nous aider à dépasser toutes les épreuves. Je crois que chaque être humain peut toujours être soutenu dans la pire des épreuves. Mais que ça, c'est quelque chose... Alors, j'ai pas vécu les pires des pires, il y a des gens qui ont vécu des tortures, etc. Mais je dirais que vraiment, je crois en cette bienveillance, en cette bonté du monde, et qu'on peut se connecter, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il y a des gens qui ont appelé ça Dieu, les stoïciens disent le logos, etc., à cette force supérieure qui peut nous aider. Est-ce que tu as l'impression que les gens qui meurent viennent nous aider? Oui, alors je crois aussi que nos morts continuent d'exister, parce que tu parles de la foi. Qu'est-ce que la foi? Moi, j'ai la foi dans cette force supérieure qui nous soutient. J'ai aussi la foi dans l'éternité de l'âme. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout que nous soyons mortels. Et j'ai eu des fois des contacts avec des personnes qui sont mortes, notamment mon parrain qui m'a contacté. J'ai eu via une fois j'ai été voir une personne pour me guérir parce que j'avais un genou qui était que je pouvais plus marcher. Donc la personne m'a magnétisé. Puis d'un coup elle me dit qui est Louis? Je dis Louis c'était mon parrain. Elle me dit mais il est là. Je dis comment il est là? Il est mort il y a 15 ans. Et puis là il m'a parlé et pendant une demi-heure, il a raconté un tas de choses sur sa vie que la personne ne pouvait pas savoir. Il m'a dit un tas de choses sur ma vie pour m'éclairer, pour m'aider et tout. Donc, je pense que oui, nos morts nous accompagnent et qu'il y a des êtres invisibles qui nous accompagnent. Est-ce que tu as l'impression qu'ils nous donnent des signes aussi de leur présence? Il peut y avoir des signes de leur présence, ça peut arriver. On entend parfois des histoires, moi j'en ai pas eu particulièrement, mais des histoires effectivement de gens qui ressentent tout à fait des indices troublants. On ouvre un livre, on tombe sur un prénom, enfin voilà. Ouais. Il y a des choses comme ça, ouais, mais il y a ce qu'on appelle des synchronicités. Tu sais que j'ai fait un ouvrage sur Jung. Jung, c'est le grand psychanalyste suisse et qui a inventé la théorie de la synchronicité en disant ce sont 2 événements qui sont réunis non pas par une causalité, mais par du sens. Et donc, par exemple, je pense à un ami que j'ai pas vu depuis 20 ans, le téléphone sonne et c'est lui qui appelle. Et ça, quand ça arrive, c'est quelque chose à vivre. C'est très puissant. C'est très puissant, la synchronicité, c'est vrai. Et donc, j'ai vécu, oui, dans ma vie, pas mal de synchronicité. Et puis, tous on en vit, des choses, on se dit, mais quelle coïncidence troublante. Et la vie peut nous envoyer des petits messages comme ça à travers les synchronicités. Donc, il faut être sensible à ça aussi. Il faut écouter. Oui. Mais il ne faut pas non plus aller dans... Alors, il y a 2 extrêmes pour moi. Les gens qui ne sont sensibles à rien, qui ne sont pas réceptifs
aux signes, aux messages que la vie peut envoyer, à l'invisible, etc. Puis à l'inverse, il y a des gens qui sont trop là-dedans. Et je connais des gens qui voient des signes partout. C'est-à-dire tout le temps, ils disent ah regarde la plaque de numéro, la plaque de voiture, c'est ma date de naissance, et regarde ci, regarde ça. Et là, il peut y avoir un peu un délire, hein, dans lequel on voit des signes partout, on voit l'invisible partout. Ça prend de la place. Ouais, et ça peut être vraiment une forme de maladie psychique, hein. Donc je pense qu'il faut être prudent, faut être rationnel, faut toujours garder les pieds sur terre, puis de temps en temps reconnaître qu'il y a des choses troublantes. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'être fermé complètement, parce que moi, je dis toujours aux gens, qui me parlent des signes, parce que moi, j'aime beaucoup ces petits signes, ces moments de synchronicité. Il y en a qui sont sceptiques, mais je leur dis, ouais, mais si ça nous fait du bien, à partir de là, c'est quoi ton pouvoir? Tu y crois? On ne demande pas aux gens d'y croire ou de ne pas y croire. C'est quelque chose qui se ressent, qui se vit. Tout à fait. Quand ça arrive. Tout à fait. Et puis, si on a cette sensibilité, ça nous aide, ça nous éclaire. Sinon, on passe à côté, puis c'est peut-être pas grave, hein. C'est ça, c'est pas grave. Mais la synchronicité, quand même, ça éveille quelque chose. Justement, de penser à quelqu'un qui nous appelle, on dirait que ça arrive quand même. On a tous vécu, je pense, un moment de synchronicité. Ah tout à fait. Moi, j'en ai vécu pas mal. Et puis, des fois, on peut vivre des synchronicités, par exemple, à travers ça. Quand tu tires des cartes comme ça, comme par hasard, tu vas tirer la carte qui est le plus en adéquation avec ce que tu penses, avec quelque chose qui t'habite. Moi, je sais qu'à un moment donné, ça fait très, très longtemps que j'ai pas fait ça, je faisais le Yiking. Tu sais, c'est un oracle chinois. Et je connais pas ça. c'est des baguettes, tu sais, tu tires les baguettes ou tu jettes des pièces de monnaie. Et puis, tu as 64 cartes et tu vas tirer une carte, tu poses une question et l'oracle te répond. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu jettes des pièces de monnaie de manière aléatoire et la carte répond toujours incroyablement bien à ta question. Donc, il y a une synchronicité entre la question que tu poses, les pièces que tu vas jeter au hasard, entre guillemets, et la réponse. Et donc ça, tu te dis, mais comment ça... Parce que ça pourrait répondre complètement à côté, si tu veux. Il y a 64 réponses possibles. Eh bien, j'ai toujours remarqué que la carte répond très bien à ta question, alors que tu jettes des pièces ou tu tires des baguettes de manière aléatoire. C'est quoi le nom de cet art-là? Ça s'appelle le Yiking. Le Yiking. Et Jung, le psychanalyste, là, il tirait le Yiking pour ses patients. Parce qu'il a vu que c'était un outil de synchronicité absolument extraordinaire. Et lui, il nous raconte aussi... j'aime ça. Ah non, mais il raconte cette histoire où il voit un jour une patiente qui lui dit qu'elle a rêvé d'un scarabée doré. Et au moment où elle dit ça, il y a un scarabée qui vient se poser sur le bureau, qui rentre par la fenêtre et qui se pose sur le bureau. Tu vois, c'est ça les synchronicités. C'est fascinant. Les synchronicités. Le monde, c'est parce que je crois qu'il y a un monde invisible qui nous enveloppe. Ouais. Et qu'on ne le voit pas, mais il est présent de mille manières. Est-ce qu'il y a des moments où ta foi pas s'éteint, mais diminue, se pâlit? Pas tellement. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu cette foi profonde que la vie était bonne et qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait. Ça m'a jamais quitté. Après, il y a des moments dans ma vie où je prends beaucoup plus de temps pour prier, méditer, contempler, remercier, et d'autres beaucoup moins. Donc c'est plutôt que je pratique moins ma foi, si tu veux, je la nourris moins, voilà. Et puis il y a des moments, je la nourris beaucoup plus, où je suis beaucoup plus dans des temps où je prie, où je lis des livres spirituels, je prends des temps de contemplation j'ai la chance d'habiter en Corse, devant la mer, moi. J'ai des moments comme ça où je nourris ma foi en contemplant et en remerciant pour la beauté du monde. Et puis des moments, je le fais moins. Parce que tu prends le temps. Il faut prendre le temps, parce que sinon, on est toujours pris par l'action. Ouais. Et je sais que c'est un de mes problèmes, ça, tu vois, c'est que je fais beaucoup de choses. J'ai tout le temps des projets, des idées, je suis très actif. Là, je viens de créer la Maison des Sagesses, tu vois, c'est une école de philosophie qui est en partie en présentiel, en partie en ligne. Donc, les gens peuvent suivre des cours de philo, etc. Donc, j'ai toujours des idées pour transmettre davantage la philosophie, pour écrire de nouveaux bouquins, faire des films, là je suis sur une série, et donc il faut que j'arrive à me dire stop. Et la grande difficulté, effectivement, c'est de dire stop, prends le temps de vivre, prends le temps de savourer, prends le temps de te reposer, et là c'est mon combat permanent en ce moment. Oui, parce qu'il y a un tourbillon. Ah oui, puis sortir de ce tourbillon-là. Et quand tu réussis ce que tu fais, tu as de plus en plus de propositions. Et comment dire non quand on vient te dire on voudrait que vous écriviez une série pour une grosse plateforme, etc. C'est passionnant. Mais des fois, on n'a pas le temps et du coup, il faut que je me dise, il faut que je fasse des choix, il faut que j'écrive moins, faut que... Et voilà, c'est un peu mon combat.
actuelle, c'est d'arriver à dire non, on en parlait tout à l'heure, à des Parce que- propositions merveilleuses. Parce que l'enthousiasme embarque à un moment donné aussi. La joie de faire des oui. choses que j'aime. Parce que ça repasse. Faire des choses que j'aime et d'être utile. C'est-à-dire de faire des choses dont je sais que ça peut avoir un impact. Donc, ça arrive aussi à Frédéric Lenoir de se questionner sur le temps. Le temps, De exactement. savourer cette vie-là. Voilà, et de prendre le temps de vivre un peu plus. Mais personnellement, moi, c'est un de mes grands défis présentement aussi. C'est vrai, bah oui, tu arrêtes pas. Ben, toi de aussi. sortir du tourbillon, tu sais, parce que c'est ça, il y a plein de choses intéressantes qui m'allument. Puis c'est comme un peu de se choisir, de dire je vais prendre du temps, tu sais, pour aller marcher en nature, pour respirer. Puis c'est souvent le dernier choix que... Parce que je me dis, je le ferai plus tard. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'on reste équilibré. C'est tellement... C'est pas facile, la vie, dans ce temps de faut faire apprendre à ces vivre. choix. Hein. Apprendre à vivre. Mais il faut le réapprendre. En fait, il faut se le répéter souvent. Niveau rose, c'est ça, le niveau Eros et compagnie. Bon, on a déjà beaucoup parlé. C'est ça. Tu vois... Bon, en fait, je vais te laisser les brasser. Tu vas m'en donner 4. Tu dois en avoir 5. Tu m'en donnes 4, tu en choisis une. Alors, voilà. Quelle place accordes-tu à l'intimité émotionnelle dans ta relation amoureuse? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Es-tu confortable dans la sphère de l'intimité? Tu en choisis une. On a déjà pas mal parlé du passé. Ouais. Oui, ben, es-tu confortable dans la sphère de l'intimité? Oui. C'est-à-dire que j'ai besoin d'intimité, j'ai besoin de relations chaleureuses. Je suis très et j'aime beaucoup la sexualité. Hein, je suis très à l'aise dans la sexualité, mais j'ai besoin de le vivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans quelque chose de vrai, dans une relation construite, dans une relation où il y a aussi de la spiritualité, de la complicité, etc. Donc oui, après j'ai eu des histoires, il m'est arrivé d'avoir des histoires comme ça sans lendemain, mais c'est pas intéressant, si tu veux. Ça te nourrit pas. Ça nourrit pas. Alors on peut avoir des pulsions, des envies, des désirs, des fois on résiste, des fois on résiste pas, mais c'est pas ça qui m'a rendu le plus heureux, c'est pas ça qui a rendu les autres le plus heureux. Donc vraiment, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une relation profonde dans laquelle on peut épanouir sa sexualité et dans lequel il y ait je dirais une entente émotionnelle et intellectuelle et spirituelle. Hein. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'on regarde dans la même direction. Faut que tu sentes ça chez l'autre. Chez l'autre, oui, qu'on soit accordé. Tu vois, qu'on soit accordé. D'ailleurs, c'est marrant parce que mon amie, là, depuis 10 ans, elle a écrit un livre qui s'appelle Les 4 accords du couple, si tu veux. Et elle dit le premier accord, c'est la biologie. Il faut qu'on ait des choses biologiques en commun. Tu sais, des phéromones, etc. L'attirance des corps. L'attirance des corps, Ouais. voilà. Le deuxième truc, c'est la psychologie. Faut qu'on ait des névroses complémentaires ou qu'on ait évolué suffisamment pour s'accorder sur le plan psychologique. La troisième, c'est la culture. Il faut qu'on ait des goûts communs, on aime les mêmes trucs de musique, de théâtre, des sorties communes, etc. Et la dernière, c'est la spiritualité, c'est-à-dire le sens. Parce que si quelqu'un dit le sens de la vie, c'est de simplement acheter des grosses voitures, bien manger, etc. Puis l'autre dit, bah non, c'est de faire un chemin intérieur, un travail sur soi, vous n'allez pas vous accorder longtemps. Et donc, c'est vrai qu'il y a ces différents accords qui sont très importants. Et je crois que quand on est à peu près aligné dans tous ces domaines-là, bah ça peut durer longtemps et ça permet à la relation d'être globale. Pas simplement se vivre que sur la sexualité ou que sur la spiritualité. Oui, parce que c'est là qu'on peut... c'est-à-dire que cette relation-là peut mourir plus rapidement si elle est basée... C'est parce que la sexualité, c'est quand même... Cette zone-là de l'intimité, c'est une zone importante déjà du couple. Et si toute cette zone-là, on tient seulement sur la sexualité... Oui, est-ce que tu as l'impression que plus la vie évolue, plus le temps avance, plus ça devient étoffé, cette zone-là, plus que les piliers sont solides? Ben, je pense que oui. Alors, le pilier qui est le plus compliqué, c'est la sexualité, parce que dans une relation de couple, ça peut s'user un peu la sexualité. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des recettes
pour qu'on puisse renouveler La créativité. la créativité du couple. Moi, la solution, c'est de ne pas être tout le temps avec la même personne, c'est-à-dire de pouvoir ne pas être fusionnel, parce que sinon, il y a un étouffement. Mais chacun peut trouver des solutions différentes pour faire durer la sexualité dans le couple. Après, le reste, ça ne fait que grandir. C'est-à-dire que quand on s'entend bien culturellement, à force de faire des choses ensemble, on se ressemble de plus en plus. Sur le plan psychologique, on se cale de mieux en mieux. Et puis sur le plan spirituel, quand on a le même désir d'avancer dans la vie, de s'améliorer, de chercher le sens de sa vie et tout, on progresse ensemble. Donc ça, oui, ça fait que s'approfondir. Mais tu sais, il y a 3 mots en grec pour parler de l'amour. C'est Eros, Philia, Agapé. Eros, c'est le désir sexuel. Ouais. Philia, c'est l'amitié, la complicité. Et Agapé, c'est l'amour inconditionnel. Je pense, pour qu'une relation de couple fonctionne bien, il faut les 3 dimensions. Il faut que Eros fonctionne bien. Il faut faire ce qu'il faut pour qu'Eros fonctionne bien. Il faut que l'amitié existe entre les conjoints. Il faut qu'il y ait une vraie amitié, une vraie complicité. Il faut que notre conjoint soit notre meilleur ami. Et puis, il faut qu'il y ait cet amour inconditionnel qui fait que on aime l'autre pour lui-même et pas uniquement pour ce qu'il nous apporte, et qu'on peut lui pardonner. Et donc ça, c'est cette dimension qui est essentielle aussi. Donc, c'est aussi un amour qu'on ne remet pas tout le temps en question Non. pour la moindre Petite chose ou chose grave. Mais on peut faire des erreurs et il faut apprendre à se pardonner. C'est important, ça, le dernier. On dirait qu'on en parle moins du dernier. Peut-être. Parce que l'amour inconditionnel, on dirait qu'on va moins l'accorder au couple. Voilà. Ça sera plus à nos enfants. À nos enfants. Nos Et on petits-enfants. pardonnera à nos enfants les conneries Ouais. qu'ils font, mais pas à son conjoint. Pourquoi ? Parce qu'on est en insécurité. Et donc, parce qu'on est en insécurité, du coup, on a peur que l'autre, parce que peut-être il a une liaison, il nous abandonne, etc. Et donc, on est dans de la jalousie. Mais la jalousie est une pathologie, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si on est vraiment bien avec soi-même, si on est en paix avec soi-même, si on a confiance en soi, on n'est pas jaloux. Après, ça fait pas forcément plaisir que l'autre puisse avoir une histoire, mais on peut le comprendre. On peut s'interroger, tiens, pourquoi il a eu besoin ? Peut-être qu'il y a quelque chose entre nous qui fonctionne Au pas lieu bien. de dire c'est Au lieu de terminé. dire c'est terminé. Mais bien sûr, il faut discuter, il faut en parler, et du coup, ça fait grandir le couple. J'ai comme l'impression que ce que tu dis, ça va éclairer beaucoup de gens. C'est rare que j'entends quelqu'un qui dit ce que tu dis là. C'est l'importance de la jalousie. Ce que ça fait, la jalousie, c'est que ça bloque. Complètement. Si on vient de fermer toute forme de discussion. La discussion, après, on est dans le mensonge. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Oui, parce que s'il y a quelque chose, c'est qui s'est passé. Ça veut dire, il y a un chemin qui mène l'autre Tout à fait. vers peut-être quelqu'un d'autre. Et il faut quand même avoir cette curiosité-là de comprendre et de mettre de côté la jalousie. Est-ce que tu penses qu'on peut calmer la jalousie? Je pense qu'on peut la calmer si, encore une fois, on fait un travail sur soi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir confiance en soi et à se dire que si nos chemins doivent se séparer, c'est pas la fin du monde et que peut-être ça peut arriver. Mais en tout cas, ne pas être dans la panique de la séparation, de l'abandon. Si vous avez des névroses d'abandon, vous êtes très jaloux. Donc, il faut avoir guéri un peu tout ça. Faut pas avoir de névrose de rejet, d'abandon, etc. Et puis, il faut être aussi dans cet amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer l'autre pour lui-même et se dire ce qui compte pour moi, c'est qu'il soit heureux. Et donc, s'il est heureux en me quittant, peut-être, même si ça me fait pas plaisir, qu'il faut aller vers ça. Faut avoir cette ouverture du cœur. Mais en fait, c'est pas facile. Parce que bien souvent, on aime quand même égoïstement. Oui, oui. Dernière question, la question Opto Réseau. Si tu regardes ton parcours, de quoi es-tu le plus fier? Peut-être de tout ce que j'ai apporté aux autres sans même m'en rendre compte à la limite. C'est-à-dire, je sais que, voilà, je te le disais au début, je l'entends souvent, je me dis, ce que je laisserai, c'est tout ce qui a aidé les gens à grandir. Et je me dis, une vie vaut la peine d'être vécue parce qu'on a apporté aux autres. Est-ce que tu as l'impression que tes livres sont un peu comme tes enfants? Oui, c'est vrai que j'ai pas eu d'enfants. J'ai eu plusieurs fois des compagnes qui avaient des enfants, donc j'ai élevé les enfants des autres. Mais j'ai pas eu d'enfants parce que j'ai l'impression effectivement que mes livres sont comme des enfants et que mes lecteurs sont comme des enfants aussi. C'est-à-dire des gens que j'ai éduqués. C'est-à-dire qu'au fond, à travers tous mes livres, il y a beaucoup de gens qui me le disent, sinon je ne me rendrais pas compte que ça les a aidés, ça les a soutenus, ça les a confortés dans un moment difficile, des gens m'ont dit ça m'a sauvé la vie, je sais pas ce que ça veut dire, mais donc et ça je me dis c'est au fond comme si j'avais eu tous ces enfants que je les avais éduqués, aidés, soutenus. Et un livre c'est une bouteille lancée à la mer, on sait pas qui va le lire, et donc moi quand j'écris je visualise pas un lecteur, mais de savoir que ça a pu aider même une seule personne, je sais pas combien j'en ai aidé, mais même si c'était une seule, ça suffit.
Et donc, au fond, c'est vrai que plutôt que d'avoir transmis tout ce que je crois, tout ce qui est important pour moi à des enfants, je l'ai transmis à mes lecteurs à travers mes livres. Oui, puis je suis sûre que tu provoques la synchronicité. Sans doute. Hein, tu sais, des fois, on se pose des questions et là, tout d'un coup, on lit une phrase et là, c'est comme « Ah, voilà, ça ouvre une porte. » C'est quand même grand de faire ça. Ah oui, il y a des fois des choses, je te raconte une anecdote, mais il y a des rencontres bouleversantes et ça me donne tellement de joie. Une fois, tu sais, j'ai fait un film, j'ai fait une série pour la chaîne Arte qui s'appelle Les Chemins du Sacré, dans laquelle j'ai fait des films et il y avait un film, c'était sur la marche et j'ai filmé pendant quelques jours à Compostelle, tu sais, sur le chemin de Compostelle. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas fait le pèlerinage de Compostelle. J'avais un faux sac à dos et j'ai marché quelques heures. On me filme, je rencontre quelqu'un, on discute. Bon, c'était juste pour le besoin du tournage. Et donc, pour le besoin du tournage, le dernier jour du tournage, j'arrive à Compostelle, mais j'avais pas fait le pèlerinage. C'était juste quelques heures, si tu veux. Et je suis à Compostelle et là, je vois un monsieur d'une 50aine d'années, un grand type costaud, qui me regarde, mais comme s'il avait vu la Vierge Marie, si tu veux. Il est, mais sidéré, si tu veux. Et je me retourne, je me dis, mais il regarde quelqu'un derrière moi et tout. Puis il approche, il me dit, mais vous êtes Frédéric Lenoir? Et là, je dis, ben oui. Il me serre dans ses bras, il pleure, il me serre dans ses bras. Il me raconte son histoire, il me dit, voilà, c'est incroyable. Il me dit, ma femme est décédée il y a un peu plus d'1 an. Elle est morte après un cancer qui a duré assez longtemps. Et vos livres l'ont incroyablement aidée, ça l'a soutenue, ça l'a mis en sérénité et tout. Et elle savait qu'après sa mort, j'irais faire le pèlerinage de Compostelle. Elle m'a dit, quand tu arriveras à Compostelle, prie pour Frédéric Lenoir. Et je suis là, à cet instant précis, devant lui. C'est un miracle. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai pleuré. On a pleuré tous les deux. Et donc, des choses comme ça, je me dis, j'ai pas vécu pour rien. Merci Frédéric Lenoir pour cette rencontre. Vraiment, très, très apprécié. Merci d'être là. Merci de continuer d'écrire. Ça stimule l'esprit aussi. Et justement, quand on a vécu des choses dans nos vies, on peut grandir de ça. Oui, puis je crois qu'il faut accepter la part des choses. C'est-à-dire que dans ma vie, je sais que j'ai fait des choses mal. Je sais que j'ai fait souffrir des gens. Je sais que je me suis trompé. Je sais que je me suis fait souffrir. Je sais que j'ai commis des choses que je regrette profondément. Puis en même temps, je sais que j'ai fait des belles choses. Je sais que j'ai éclairé des gens. Et je pense qu'il faut aussi se pardonner. C'est-à-dire qu'il faut pardonner aux autres, mais se pardonner et accepter qu'on n'est pas parfait et que voilà, on chemine qu'à un cas. On a subi des choses. On a fait subir des choses aux autres. On peut le regretter et en même temps, il faut se dire que notre vie, c'est une globalité avec du bien, du mal, de l'ombre, de la lumière. Il faut accepter tout. Et je pense qu'il faut mourir sans regret, de manière ultime, en se disant, j'ai pu faire des erreurs, j'ai pu me tromper, mais j'ai aussi fait des belles choses, etc. Et puis, je pense que ce qui, encore une fois, restera, c'est effectivement ce qu'on a pu apporter d'un peu de lumineux aux autres et qui pourront peut-être faire un tout petit peu, à chacun son petit niveau, avancer l'humanité vers un tout petit peu plus de bienveillance, de compréhension, de connaissance. Tu sais, moi, je dis souvent, le sens de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour et de l'inconscience à la conscience. C'est-à-dire rendre de plus en plus les choses conscientes, ne plus être mu par son inconscient et passer de la peur qui fait que on va commettre des erreurs, des fautes, de la violence, etc., à l'amour qui est justement la compréhension, qui est la bienveillance. Et c'est tout un chemin. Donc voilà, je chemine encore là-dedans, j'ai encore du boulot. Et puis j'essaie d'aider les autres à cheminer dans ce sens-là. Alors, merci au nom de tous. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Merci à tout le monde d'avoir été là et on se dit au prochain podcast. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.